Pierre Moscovici, avant votre débat, on va passer aux questions de français. Bon. Bonjour, je m'appelle Louise. Donc voilà, ma question concerne l'euro. On est passé donc à une monnaie unique qui s'est basée sur le taux de change allemand. Et j'aurais aimé savoir ce que vous pensiez de notre situation par rapport aux Allemands qui, eux, en privilégient du fait qu'ils ont un bassin industriel beaucoup plus important que le nôtre. Est-ce que les entreprises françaises, finalement, n'en pâtissent pas? Est-ce que nous, consommateurs français, on n'en pâtit pas non plus? C'est pas tout à fait exact qu'on ait fait l'euro au taux de change allemand, puisqu'à l'époque c'était un panier consolidé de monnaie dans lequel ils entraient pour un peu plus de 20%, nous pour à peu près 20%. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que nous avons la même monnaie, l'euro. Nous traversons la même crise, une crise internationale, une crise européenne, et une crise nationale aussi, que nous n'avons pas les mêmes résultats qu'eux. Ce qui veut dire qu'en vérité, ce qui est en cause, c'est pas la monnaie, c'est les fondamentaux de notre économie. Et c'est la raison pour laquelle il faut réformer en profondeur, et notamment doper la compétitivité française. Alors, quand même, je voudrais revenir sur ce que vous disiez jeudi soir devant les étudiants. Il y a une phrase qui m'a frappé. Vous avez dit, mais finalement, les investisseurs, c'est assez paradoxal, ils désertent la zone euro. Enfin, ils désertent, en tout cas, ils viennent moins dans la zone euro qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, bien que la situation économique de ces deux pays soit moins bonne que celle de la zone euro, tout simplement parce qu'ils constatent que la zone euro n'a plus la possibilité d'utiliser, comme auparavant, les banques centrales qui pouvaient, disons, faire marcher la planche à billets. Je ne me l'avais pas dit ça comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Est-ce que ce n'est pas un handicap quand même? D'abord, on parle de la France, on parle du déficit de compétitivité, je le fais moi-même. Et je constate, comme Louis Gallois, que nous avons reculé en compétitivité, que nous avons besoin de nous redresser. Et je le répète, si nous ne faisons pas cet effort de redressement maintenant, nous sommes dans une spirale de déclin ou de déclassement qui est extrêmement douloureuse. Et donc nous devons absolument faire cet effort de redressement. Les 3%, c'est un vrai geste volontaire. Hein. C'est pas un choix contraint parce qu'on aurait peur que Moody's ou les autres nous dégradent encore. Rien, on va discuter avec une journaliste des économistes, mais rien. Il n'y a pas de contrainte extérieure. Il y a une volonté au contraire de s'affranchir, de retrouver de la souveraineté, de faire en sorte que ce ne soient pas les marchés qui dictent. Mais par rapport à la question qui est posée par cette jeune fille et par vous, ce que la crise actuelle montre, c'est que l'euro, c'est pas fini. C'est-à-dire que nous avons besoin de compléter l'euro. Nous avons fait la monnaie unique, mais nous n'avons pas mis en place les instruments de gouvernance, de pilotage, de coordination des politiques économiques. Et tout l'enjeu maintenant, c'est ça que François Hollande appelle l'intégration solidaire, c'est d'aller plus loin dans l'intégration bancaire, financière, budgétaire, sociale et in fine politique, mais à chaque fois en ayant le souci que ce soit l'emploi qui en bénéficie ou la cohésion sociale. C'est ça la démarche française. Et donc il ne s'agit pas maintenant de tourner le dos à l'euro, il s'agit de compléter l'euro. Il faut faire en sorte que cette zone euro devienne ce que les économistes appellent une zone monétaire optimale et non pas uniquement une monnaie commune. Et pour ça, il nous manque encore beaucoup d'instruments, nous sommes en train de les bâtir. Et quand je m'attache autant à la supervision bancaire, c'est-à-dire faire en sorte que nos banques soient contrôlées pour ne plus pouvoir connaître les mécanismes de dérégulation qui nous ont amenés à la crise financière que nous traversons, c'est parce que je crois à une Europe régulée, à une Europe maîtrisée, à une Europe complète. Et compléter l'euro, c'est ça la tâche qui nous attend. Un mail maintenant reçu de Rudolf. Il s'intéresse à la fiscalité concernant les propriétaires de leur résidence principale. Il y a eu l'été dernier des articles de presse qui laissaient entendre qu'il y avait l'idée d'imposer les propriétaires de leur résidence principale dès lors qu'ils ont fini de la payer au prétexte que le fait de ne pas avoir à payer le loyer constituerait des revenus fictifs. Est-ce qu'il y a cette idée qui traîne dans les tiroirs, demande-t-il ? Non, pas du tout. Mais il y a une autre idée, par contre, qui existe et qui doit être prise en compte, c'est qu'il est important qu'il puisse y avoir aussi une rotation sur les plus-values. Et donc faire en sorte qu'on ne puisse pas garder un bien pendant des décennies et des décennies avec des plus-values. Et donc faire en sorte de permettre que le marché immobilier tourne. Parce que nous avons ce problème-là. Mais pas d'impôt pour compenser le fait qu'on ne paye pas le loyer. Non. D'accord. Autre question qui concerne, posée par une jeune téléspectatrice. Bonjour Monsieur le Ministre, je voulais vous poser une question concernant les stagiaires en entreprise. Pensez-vous que le gouvernement pourrait agir en leur faveur et notamment contrôler les grosses entreprises qui abusent des postes de stagiaires ? Oui, tout à fait. Je ne suis pas le ministre du Travail, mais je sais que c'est un des soucis, une des préoccupations de Michel Sapin. Et ça rejoint la grande négociation sur le marché du travail, la sécurisation de l'emploi. Le premier objectif qu'on doit viser, c'est de lutter contre la précarité. Et il faut que le contrat à durée indéterminée redevienne la norme et faire en sorte aussi que les abus soient contrôlés. Et cette grande négociation, elle doit permettre de créer un marché du travail où il y a à la fois
cette lutte contre la précarité, une meilleure anticipation des évolutions et aussi davantage de souplesse. C'est ça qu'il faut construire. Flexi-sécurité, mais vous voulez pas utiliser le terme. Vous pouvez le dire comme ça. Mais non, le président ne veut pas utiliser ce terme. Il utilise le terme sécurisation de l'emploi. Moi, ce que je sais, je vous disais que je participais aux côtés du Premier ministre, de Michel Sapin, d'Arnaud Montebourg à des discussions avec les partenaires sociaux, c'est que nous avons là une occasion historique. Il ne faut pas la rater. Notre main est tendue, il faut que cette négociation aille vite. Et je crois que si nous réussissons ça, et si nous l'ajoutons aux 3 éléments que j'évoquais, sérieux budgétaire, redressement de la zone euro, et puis compétitivité, alors la France a de très grandes chances de valoriser ses atouts et d'être tout sauf une bombe à retardement au cœur de l'Europe, mais de redevenir un pays leader comme il l'était en 2002. On y vient dans un instant. Dernière question d'un téléspectateur. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour débloquer un peu la situation, parce que nous, commerçants et artisans, on a vraiment du mal à s'en sortir et à régler tout ce qu'on doit régler au cours des mois qui passent si vite. La première des choses pour régler la situation des commerçants et des artisans, c'est la consommation. C'est de faire en sorte que le pouvoir d'achat soit soutenu. Il y a quelques semaines, j'avais annoncé que la croissance française serait positive au 3e trimestre. Et on m'avait dit, des économistes de qualité, des politiques, ouais, enfin ça c'est un effet d'annonce, c'est pas vrai. Elle l'a été. Nous avons fait plus 0,2%. Et pourquoi ça ? Parce que la consommation intérieure a été soutenue. Et c'est la raison pour laquelle il faut que notre politique économique marche sur ces 2 jambes. Soutenir l'offre productive, mais toujours soutenir la demande. Et quand nous avons agi à travers l'allocation de rentrée scolaire, quand nous avons agi sur le prix de l'essence, quand nous avons agi sur le SMIC, nous soutenons le pouvoir d'achat. Quand nous menons une politique fiscale juste, par exemple, en créant une décote sur les premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu, c'est pour la consommation. Et ce qui fera qu'au final, nos commerçants, nos artisans se porteront bien, c'est quand l'économie redémarrera. Et pour ça, il faut à la fois les aider, le pacte de compétitivité les concerne, il les concerne, ils ne sont pas à l'écart de cela, et puis en même temps faire en sorte que la consommation soit soutenue. On passe à la séquence suivante, le face-à-face.